à tous, mesdames, messieurs. Commission électorale nationale autonome Sénat, version Emmanuel Tiano. Encore quelques semaines, le 15 juillet plus précisément, et elle sera conjuguée au passé. Une fin de mission au goût du miel au fiel. Ces 3 derniers scrutins auront été des plus chrysogènes pour le Bénin démocratique, se désole nombre d'observateurs. Énoncé le cas très récent de la présidentielle de 2021, son dernier scrutin d'ailleurs, avec son cortège de dégâts matériels, de blessés graves, de pertes en vies humaines et d'arrestations sur fond d'exclusion, n'est qu'euphémisme. La 7e mandature de la Sénat, au détour d'une évaluation, de faire alors, mesdames, messieurs, des recommandations qui s'imposent afin que plus jamais l'on ne retombe dans ses travers. Appel de la Sénat à la relecture du code électoral. Une responsabilité assumée ou une fuite en avant. Le débat, c'est tout de suite, c'est maintenant et déjà en notre compagnie, le politologue Boni Richard Ouourou. Il a accepté de nous accompagner pour cet instant d'analyse. Richard Boni Ouourou, bonjour à vous. Bonjour Joël Yetondi, je profite de l'occasion pour saluer tous mes compatriotes qui sont au pays et leur dire combien de fois que je suis disponible pour eux. Merci. Et vous répondre aussi à leur façon en face de vous. Il n'est plus à présenter, Georges Anagono. Oui, une fois encore, il a pu répondre à notre appel, socio-anthropologue apparenté. Bien, il est Georges Anagono. En tout cas, de ces 2 casquettes, nous aurons besoin. Bonjour à vous. Bonjour Joël, bonjour aux auditeurs et d'ores et déjà je voudrais présenter mes excuses aux auditeurs. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est fait que quand vous m'appelez, je n'ai pas de courage de dire non parce que je me dis ce que vous faites vous à votre place et que vous servez le peuple béninois et que moi en répondant à votre appel pour répondre à des questions et des préoccupations que vous relevez certainement au niveau du peuple et que vous les présentez, c'est une manière pour moi aussi de servir le peuple et que appelé à servir le peuple, je ne dois pas avoir de raison de me dérober. Je m'excuse, je me suis demandé... Mais merci beaucoup parce que, je ne sais pas pourquoi cette fenêtre, mais c'est important de le dire, ce n'est jamais gagné d'avance. Pour ceux qui ne le savent pas, parfois on se retrouve comme dans ce passage biblique, beaucoup d'appelés, mais peu de disponibles. Et c'est notre réalité au quotidien. C'est pourquoi nos gratitudes continuelles pour tous ceux-là qui arrivent à se libérer afin que nous puissions vous servir, chers téléspectateurs. Donc, chers invités, merci pour la disponibilité, monsieur Anagono. Merci également à vous, monsieur Richard Boni Ouourou. Et oui, la présidentielle de 2021 est du passé, oui, on peut le dire, mais les plaies semblent toujours là, très béantes. Il faut les penser. Mais mieux, éviter que cela se reproduise. Qui mieux que la Sénat pour l'exercice? La Sénat s'est jetée à l'eau. Et à l'issue de ces réflexions, quelques recommandations. Je me retourne d'abord vers M. Richard Boni Ouourou. Comment avez-vous, vous, politologue, trouvé la démarche de la Sénat? C'est une démarche, merci d'abord pour votre question. C'est une démarche totalement classique. Il est normal qu'en fin de mission, l'institution puisse évaluer ses performances et faire un rapport de fond de mission. Donc c'est une démarche très, très classique. Et pour ma part, je dis que je suis heureux de ce que M. Emmanuel Tiano, président, et toute son équipe aient compris quand même qu'il y a qu'il persiste des dysfonctionnements dans l'exécution de leur travail et que ces dysfonctionnements-là, s'ils ne sont pas relevés et corrigés, que ça pourrait amener à des turbulences beaucoup plus graves que celles qu'on a vues lors des élections passées et qui aujourd'hui mettent un peu l'État de façon générale dans une phase assez faible et qui ne donne pas assez de confiance aux populations. Donc je pense que ça a été une démarche classique, mais noble de la part des personnes qui ont soulevé ces questions-là, sur lesquelles nous allons débattre tout à l'heure, et je leur remercie par avance. Merci bien, oui, Georges Anagono, vous, votre regard d'acteur politique. Oui, la Sénat, d'abord, sa mission, effectivement, c'est d'organiser les élections, de les superviser, de faire la gestion jusqu'à ce qu'elle puisse transmettre les résultats, les données à la Cour constitutionnelle qui pourra donner les résultats. Mais l'organisation entière d'une élection est dédiée à la Sénat.
Mais la Sénat, pourquoi et comment est-ce que nous en sommes arrivés là? Ça aussi, on peut expliquer aux gens. Parce que lorsque nous sommes sortis de la conférence nationale en 1990, nous avons organisé des élections en 91. Ces élections en 91 ont été organisées par le ministère de l'Intérieur. Et donc, pour quelques problèmes, les hommes politiques, les animateurs de la vie politique de ce moment-là, ont pensé qu'il faudrait alors inventer un organisme indépendant du moins, qui sera chargé d'organiser les élections. Et cette indépendance-là de la Sénat a été soulignée dans la loi, le code électoral, montrant que la Sénat est indépendante et de l'exécutif, et du législatif, et de tout le monde, parce que la Sénat veut faire. Mais moi, je dis souvent que notre démocratie, elle va grandir, devenir mûre comme les autres démocraties. Peut-être que nos enfants seront en démocratie, mais ils n'auront plus besoin d'une Sénat, mais que le ministère de l'Intérieur prendra réellement ses prérogatives en matière d'organisation comme une institution républicaine, n'appartenant à aucun camp. Donc, l'exercice qui a été fait, comme l'a dit M. Ourou, par la Sénat, c'est un exercice normal, parce que vous ne pouvez pas gérer des trucs comme ça pendant 7 ans et partir comme ça, sans dire quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans cette gestion et qu'est-ce que vous pensez qu'on puisse améliorer pour que les jours à venir soient des jours meilleurs. C'est classique, c'est normal et j'apprécie cette décision. Une kyrielle de mesures prises sous forme de suggestions à qui de droit afin que l'on puisse en tenir compte, éviter qu'on retombe dans ce qu'on qualifie de travers, mais d'autres d'abus inhérents quand même aux dispositions. Richard Bonnet-Ourou, dans le listing, qu'est-ce qui aura fondamentalement retenu, votre attention parlant des recommandations? Écoutez, il y a eu beaucoup de recommandations, au moins 3, je pense, mais il faut d'abord rappeler, comme l'a dit le grand frère sur le plateau, que la Sénat a bien fait de faire ces recommandations parce que si on va un peu à l'origine des questions qui ont vu naître la Sénat, je pense que j'ai écrit pas mal d'articles concernant ce sujet depuis 2016 où j'appelais à dissoudre cette Sénat parce que la mise sur pied de la Sénat est venue encore une fois de plus crucifier l'administration nationale et montrer aux populations une fois de plus combien de fois la crise de confiance persiste entre acteurs politiques et que cette crise de confiance-là qui persiste entre acteurs politiques a des répercussions sur l'administration publique. Parce que la perception qu'on doit avoir de l'administration publique, en l'occurrence le ministère de l'Intérieur, a été biaisée dès lors qu'on lui a retiré la charge de procéder à l'élaboration de l'élection et de superviser l'élection jusqu'à la fin. Beaucoup diront que l'administration publique est peut-être un organe politique, mais c'est faux. L'administration publique ne peut pas être un organe public. L'administration publique est une foule. Au sein de l'administration publique, il y a une foule composite qui fonctionne et qui ne peuvent pas tous appartenir à un régime. Par conséquent, il n'y a pas meilleur que l'administration publique pour avoir cette charge-là. La Sénat a été mis sur pied sur de fausses évidences. Bien évidemment, on a pensé que la mise sur pied d'une structure neutre qui va exercer dans un climat axiologique permettrait de renforcer la crédibilité du processus, mais finalement, pour renforcer la crédibilité du processus, on a mis sur pied, au lieu d'une institution à caractère neutre, donc fonctionnelle, on a mis sur pied une institution à caractère politique dès lors qu'il a été demandé aux politiciens de différents bords ou de différentes catégories, c'est-à-dire à l'État d'envisager la possibilité ou d'avoir le privilège d'employer des membres au sein de la Sénat et à l'Assemblée nationale, qui est une institution hautement politique, d'envoyer aussi des membres au sein de la Sénat. Par conséquent, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il suscite automatiquement une lutte pour la gestion de la Sénat ou la maîtrise de son fonctionnement en vue de la maîtrise du déroulement des élections. Et du coup, la personne qui arrive à avoir une majorité ou à imposer correctement ces gens au sein de la Sénat, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau de l'Assemblée, eh bien, ce groupement-là remporte la gestion de l'élection et a un coup d'avance sur ses adversaires. Dès lors,
cette perception-là qui voulait que la Sénat soit un organisme dynamique et neutre au service de la démocratie est biaisée à partir du moment où des personnes peuvent mettre leurs représentants, avoir une majorité au sein de la Sénat et par conséquent maîtriser le processus électoral. Monsieur Richard Boniwo. Donc, sur ce constat, nous sommes tous d'accord que la Sénat est partie sur de fausses évidences. Maintenant, comment faire maintenant pour que cette Sénat-là soit crédible, serve la démocratie au lieu de servir une personne ou un clan en particulier? Pour ma part, nonobstant les recommandations qui ont été faites, à savoir, bon, il y a une qui est assez distrayante, je ne suis pas en train de qualifier anormalement les personnes qui l'ont faite, mais pour moi elle est distrayante quand on dit qu'il faut procéder à un vote électronique. Dans la situation actuelle dans laquelle nous sommes, procéder à un vote électronique, pour moi, relève d'une faute distraction ou de l'utopie. Parce que d'abord, il faut comprendre comment est-ce que nous allons procéder à des votes électroniques, pas à la LEPI. La LEPI, je l'ai conspué à plusieurs reprises. La LEPI, pour moi, est un instrument totalement fallacieux. Il faut revenir encore à la question des pièces des cas d'identité. Il n'y a pas d'instrument d'identification plus crédible que la pièce d'identité. Et la question de dire que tous les Béninois n'ont pas de pièce d'identité est une question qui doit être révolue, parce qu'on ne peut pas penser l'idée même que des citoyens ne peuvent pas avoir une pièce d'identité. Donc, au lieu de faire la promotion de la LEPI ou du RAVIP, il faudrait mieux faire la promotion de la pièce d'identité. Et en ce moment, comme quand on vous parle par exemple du RAVIP qu'on a mis sur pied, donc un numéro de simplification administrative, le même numéro de simplification administrative qui le possède, que l'État n'arrive pas à gérer, parce qu'en amont, il n'y a pas une base de données solide. S'il y avait une base de données solide sécurisée par l'État, cette base de données-là permettrait en même temps de produire un numéro automatiquement à chaque naissance. Donc, sur un certificat de naissance, par exemple, il y aurait un numéro de naissance, lequel numéro de naissance servirait dans toutes les autres procédures multisectorielles qu'il y aurait sur le territoire, et par là, vous n'aurez pas de problème. Mais donc, ça veut dire que les instruments, les idées sont là, les instruments sont conçus, mais leur efficacité demeure encore un problème. Donc, c'est sur ces instruments-là qu'il faut aller chercher à visser les bons clous, et au lieu de chercher à distraire. Maintenant, concernant le processus électoral ou le processus que j'appelle de candidature que la Sénat a évoqué, je n'ai pas compris dans les détails ce qu'il voulait. J'ai lu sur Bénin Web TV que l'équipe de Tiando, de M. Tiando, a demandé à ce que le processus de candidature soit allégé aux citoyens, de sorte que le process soit les documents qui sont demandés, ou que le procès soit allégé. Mais je n'ai pas compris exactement ce qu'il voulait dire. Mais par contre, je pense comme eux qu'il faut alléger ça, et je vais vous laisser la parole pour que nous puissions continuer. Ok. J'avais une question pour vous, mais maintenant, puisque vous êtes allé sur plusieurs paliers, je me retourne vers M. Anagonu sur les aspects déjà évoqués par Richard Boniwo. Est-ce qu'il y a vraiment des propositions superflues aujourd'hui? Waouh! Pour une nation qui veut grandir. Entends tout ce que monsieur Richard Boniwo, monsieur Ouro a dit, tout ce qu'il a dit, j'ai compris qu'il avait des préoccupations il y a longtemps, que la question lui trottait dans la tête, donc il a fait des réflexions, et il est allé dans beaucoup de sens dans sa déclaration. Non, la première des choses, je voudrais dire que moi, je n'ai pas trouvé que c'était fallacieux la proposition des initiateurs de la Sénat. Je n'avais pas trouvé que c'était fallacieux, parce que nous étions sortis de 17 années de dictature où l'administration a été politisée entièrement. Et lorsque nous avons quitté la conférence nationale, il y a l'euphorie qui a pris tout le monde. L'euphorie qui a pris, et c'est ça qui a permis au ministère de l'Intérieur de ce moment-là d'organiser les élections présidentielles en son temps. C'est vrai que, comme je l'ai dit, il y a eu des déclarations après qui ont conduit, mais lorsque nous voyons le fonctionnement de la Sénat, depuis ce moment-là, il y avait réellement
des oppositions dans notre pays et ces différentes tendances, ces différentes opinions se retrouvaient au sein de la Sénat. Et nous avons vu des difficultés au sein de la Sénat lorsque peut-être une partie a voulu tricher sur l'autre. Quelles sont les bagarres qui ont été au sein de la Sénat? Nous les avons assistés. Et si nous avons assisté à ces choses-là, cela veut dire que la Sénat avait de la matière et qu'il y avait de raisons fondamentales de demander qui est la création. Moi, je pense que pour une démocratie naissante comme la nôtre, on pouvait effectivement instituer la Sénat telle qu'elle a été instituée et lui faire travailler et faire en sorte que, d'ailleurs, que des divergences existent en son sein. Cela permettait d'être sûr à peu près de ce qui se faisait et d'être sûr que une partie politique n'allait pas utiliser les résultats en sa faveur et laisser l'autre partie de côté. Moi, j'ai toujours dit que lorsqu'on vous confie une mission, la réussite de la mission, l'utilité de la mission dépend de la manière dont vous acceptez d'accomplir cette mission-là. Donc, la Sénat n'a pas, quand le Bénin a inventé la Sénat, beaucoup de pays après nous ont suivi et ont pratiquer la Sénat. Et dans d'autres pays, vous avez vu, ça a fait des émules et ça a parfois garanti la transparence dans des pays qui se sont réellement engagés sur la voie démocratique. Dans les pays qui sont réellement engagés. Des pays, il y en a qui ont bifurqué, il y en a qui ont trompé le peuple parfois et qui n'ont pas instauré de vraie démocratie. Mais ceux qui ont voulu instaurer de vraie démocratie comme chez nous, eh bien, la Sénat a été utile. Et aujourd'hui, les différentes phases que nous avons suivies depuis la LEPI jusqu'à aujourd'hui et avec l'ANIP, vous savez, monsieur Ourou, la marche d'un pays vers l'évolution, vers le développement est une longue marche. Nous avions fait des expériences. Il y a eu RAVIP, et je pense qu'il n'y avait pas RAVEP, des trucs comme ça. Jusqu'à ce que nous en soyons aujourd'hui à l'ANIP. Ce que vous dites par rapport à la LIP ou bien à la carte d'électeur, je comprends votre opinion là-dessus, je comprends votre souci, parce que dans les pays tels que là où vous êtes, par exemple, c'est systématique. C'est d'ailleurs à la maison qu'on vous envoie votre droit et d'avoir accès à votre pièce d'identité et d'avoir accès à vous inscrire sur la liste électorale. C'est à la maison. C'est dès la naissance de l'enfant qu'il est suivi avec son numéro jusqu'à la fin. Mais, monsieur Ourou, nous sommes dans un pays où la plupart du temps, aller faire même la déclaration de naissance, c'est un problème. Aller faire la déclaration de naissance, ça continue d'être un problème. Et donc, aujourd'hui, l'ANIP est organisée de sorte que chaque Béninois puisse avoir effectivement un numéro individuel. Mais lorsque vous voulez commencer, nous avons commencé à un point T, mais nous avons déjà raté. Et des enfants qui ne sont pas enregistrés. Moi, j'ai été enregistré nulle part jusqu'à ce qu'on me fabrique un acte de naissance et qu'aujourd'hui, à cause de l'ANIP, je puisse avoir un numéro d'identification. Vous voyez, c'est une démarche qui nous conduit vers l'informatisation, l'automatisme dont vous parlez. Mais c'est un chemin, c'est tout un chemin. Et quand on serait arrivé à ce chemin-là, eh bien, on va pouvoir peut-être penser comme les autres et faire exactement ce que vous êtes en train de dire. Moi, je pense que l'espoir est permis, mais nous ne pouvons pas rattraper les autres pays tout de suite, c'est pas possible. Alors, lorsque on parle par exemple de vote électronique, c'est vrai, moi aussi j'ai souri un peu, mais la Sénat ils se sont rapidement rattrapés pour dire non, on va commencer avec les gens de la diaspora. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on vous demande au Canada, par exemple, de procéder à un vote électronique, le dispositif électronique existe déjà là-bas et on peut se permettre cela. Mais dans notre pays, vous avez vu, ils ont dit c'est vers la fin du processus. Peut-être c'est dans 10 ans que nous pourrions arriver là. Le vote électronique, malgré cela, n'est pas aussi sans faute non plus. Ça amène des discussions dans les pays où les gens ne sont même pas encore passés entièrement au vote électronique. Je comprends, la Sénat veut dévancer, cette Sénat veut montrer qu'elle avait les choses, les idées en place avant de partir et qu'elle pouvait proposer ça, mais c'est que c'est pas pour maintenant. Moi, je ne sais pas si c'est aussi dans les déclarations de proposer la relecture du code électoral. Et moi, je pense, là, par contre, il y a débat. On peut discuter, on peut vraiment faire cela. Voilà. Et il y a débat. Pourquoi dites-vous qu'il y a débat? Oui, il y a débat.
Parce que, au fait, la Sénat a montré que les élections successives qui sont passées ont été des élections avec crise. Et les élections avec crise, ce n'est pas seulement à partir de 2016. Nous avons toujours eu des élections avec crise. Nous avons toujours eu des élections avec crise. Et ceux qui ont longtemps demandé que... ou bien ceux qui se sont offusqués lorsqu'on a touché à la Constitution, ils sont à leur propre piège maintenant parce que, en demandant la relecture du Code électoral, c'est en demandant aussi la relecture de la loi fondamentale, parce qu'il y a certains, la Constitution de notre pays, parce qu'il y a certains traits qui sont dans la Constitution déjà avant d'être développés dans le Code électoral. Vous prenez par exemple la question de parrainage, c'est l'article 44 de la Constitution, nouvelle version, c'est l'article là qui dit ça. Donc cela veut dire que ceux qui demandent la relecture demandent déjà que nous puissions encore modifier les lois que nous avons adoptées depuis 2016. Mais c'est cela. C'est tout à fait normal, parce que les lois sont des instruments statiques, des instruments fixes, mais qui accompagnent la vie sociale. Et la vie sociale, elle n'est jamais statique, elle est évolutive. Et comme elle est évolutive, il faudra l'adapter. Je vous donne juste un exemple. C'est pas la manière dont on passait le permis il y a 10 ans qu'on passe le permis aujourd'hui. On a tellement évolué avec le temps parce que l'évolution l'exige, l'évolution technique l'exige. Mais tout ça régit la vie sociale, notre vie en société. Donc nos lois, effectivement, on peut les modifier à tout moment. On peut faire la relecture de la Constitution, on peut faire la relecture des lois et du Code électoral, tout ce qui organise notre élection. Lorsque la Sénat dit ça, c'est tout ça qui est concerné, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas toucher au Code électoral si on ne touche pas à la loi fondamentale. C'est ce qui vous a intéressé d'important dans cette démarche. Ça peut prendre tout. Doléances relatives à la relecture du Code électoral, le politologue, qu'est-ce que cela vous aura inspiré? Merci. D'abord, je voudrais juste rappeler à mon grand frère sur le plateau que les lois ne sont pas des instruments statiques, autrement, lui et moi ne serons pas... Non, je parle d'un texte écrit dans... Non, je parle... Sur l'esclavage serait encore... Non, je voudrais expliquer ce que je veux dire. Non, ce que je voudrais dire, c'est qu'une loi que vous avez écrite dans un document, si les hommes, ça évolue parce que l'évolution de la société l'exige. Mais l'objet en lui-même est écrit là et laissé, c'est ce que je voulais dire, sinon les sociétés sont évolutives, effectivement. Ok. Avant, il faut revenir quand même sur la question de la Sénat, parce que je sens un peu de fatalisme dans ce que dit mon grand frère, parce qu'on ne peut pas tout justifier par le simple fait que nous sommes une société de départ et que nous n'avons pas assez évolué, que par conséquent, on doit tout mettre dans l'espérance que les choses se normalisent. Je veux juste dire par là que, oui, la Sénat, j'insiste là-dessus, que la Sénat a été, l'idée de la Sénat a été discutée sur de fausses évidences. Parce que vous dites que l'administration au temps de Mathieu Kérékou était fortement politisée et que par conséquent, au sorti de 27 années de dictature, il fallait confier la gestion des élections à une institution neutre, de sorte à ce qu'elle puisse donner du crédit aux populations. Mais vous avez tort de penser ça, parce que l'administration sous Mathieu Kérékou était tellement politisée qu'elle a quand même permis de Nicéphore Soglo, qui n'était pas au départ partie prenante de cette administration-là et qui n'a pas participé aux 27 années d'idéologisation de l'administration telle que vous le présentez, sous Mathieu Kérékou. Donc, je pense que l'administration est une foule composite et que tous ceux qui sont dans l'administration ne peuvent pas être pour une personne ni adeptes d'une idéologie et que par conséquent, on peut toujours faire l'effort nécessaire de renforcer la perception collective sur l'administration au lieu de la crucifier et de confier la gestion à une institution qui est défaillante. Écoutez, l'environnement déjà dans lequel évolue cette institution-là est faisandé. Par conséquent, ce qu'on appelle son exécution, l'exécution de cette politique en viennent à être corrompues. Mais quand vous parlez de l'expérience qui est la Sénat et qui fait son chemin un peu partout en Afrique et ailleurs, vous semblez
oublier que c'est la même Sénat qui a amené la guerre en Côte d'Ivoire, où le président de la Sénat a été, annoncé les résultats des élections dans le camp d'un opposant. C'est la même Sénat qui corrompt les élections au Togo et un peu partout. Il y a même des pays où ça a mené la guerre, ça a mené des luttes ethniques. Donc la Sénat, c'est réellement une fausse évidence dès lors que l'institution qui doit avoir une totale neutralité est politisée. Alors, M. Richard Boni-Ourou, avant d'évoluer, M. Richard Boni-Ourou, est-ce que non, de la relecture en attendant, s'il vous plaît, sur votre question, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui le ministère de l'Intérieur comme vraiment le moindre mal? On se rappelle un peu, quand on prend le cas du Bénin, qui nous réunit sur le plateau, on se rappelle les remous qu'il y a eu autour de la question du récépissé et le rôle, en tout cas prétendument joué par le ministère de l'Intérieur. Et la suite, vous la connaissez, M. Richard Boni-Ourou. C'est un peu biaisé cette façon de présenter les choses, parce que il y a une forte différence entre la gestion administrative des récépissés et le processus électoral géré par le ministère. La gestion administrative du récépissé revient directement à la discrétion du ministre Sakalafia, mais il faut éviter de biaiser la perception collective dans ce sens qu'il faut éviter de faire penser aux gens que quand il s'agira de la gestion des élections, que ce sera le ministre Sakalafia dans son bureau qui va décider, qui va valider. Non. Si pour Monsieur Richard Boni-Ourou, la contribution de tout ça. Mais Monsieur Richard Ourou, mais si pour peu de choses, sérieusement, alors, parce que l'Afrique se perd là, le Bénin fait partie d'un petit maillon, si pour peu de responsabilités, on a de ces scènes, pour des responsabilités encore plus élevées, s'il vous plaît, Monsieur Richard Ourou, non, c'est une question. Est-ce qu'on est vraiment prêt? Je vous dis, non, évitez cette façon de présenter les choses qui biaise la perception collective. Parce que vous êtes en train il y a deux cheminements administratifs bien différents. La gestion des dossiers de récépissé, est une gestion relativement simplifiée, c'est-à-dire que ça quitte une administration directement pour le ministère et le ministre jette un coup dessus et dit non, celui-là c'est Yaïbouni, je ne veux pas signer, celui-là c'est tant, je ne veux pas signer. Mais la gestion de l'élection ne suit pas le même canal. On est d'accord, M. Richard Boni-Ourou. Laissez-moi juste une minute. Dans la gestion de l'élection, le cheminement administratif n'est plus le même. C'est la contribution de l'ensemble du ministère qui compte plus de 100 à 200 à 500 personnes et des démembrements sur le terrain. Donc, il ne faut pas voir ça. Il ne faut pas comparer les deux gestions administratives ou les deux cycles administratifs. L'un ne va pas avec l'autre. Il ne faut pas faire. C'est cette façon de présenter les choses qui biaise la perception collective et qui crucifie l'administration davantage. L'administration ne se rapporte pas à une seule personne telle que le ministre Sakalafia. Et quand on parle de gestion de l'élection, ce ne serait pas plus au ministre Sakalafia lui seul, dans son bureau, de décider de qui a gagné et qui n'a pas gagné. Parce que dans ce cas-là, nous comptons et bien évidemment sur les différentes fuites qu'il peut y avoir aujourd'hui au niveau du Trésor public, même du département de Sakalafia et à la présidence. Toutes les fuites qu'il y a supposent déjà que l'ensemble des personnes ne sont pas d'accord avec la gouvernance et qu'au sein d'une administration, comme je dis, qui est une foule composite, il y a des pour et des contre et on peut compter sur ces comptes-là pour faire fuiter. D'ailleurs, Monsieur Richard Boni-Ourou, il a dit plusieurs fois quand il était encore, il avait encore la parole et les moyens de faire proférer sa parole, il a dit plusieurs fois que rien ne peut se passer, aucun complot ne peut être ourdi contre l'État au Bénin au sein de l'administration sans qu'il y ait des fuites. Donc la sociologie politique recommande et prend en compte ces fuites-là pour faire avancer les choses. On refera le débat, mais la réalité, pour ce qu'on observe, c'est que tout semble si féodalisé que, vous permettez l'expression, le devoir même de redevabilité et ce qui va avec fait que vraiment les gens sont là, observent, mais ne parlent pas. Aujourd'hui, tout n'est pas rose pour autant dans l'administration, mais c'est un silence qui ne dit pas son nom.
Qui osera parler avec les tests qui ont suivi? On reviendra sur le débat. Mais en attendant, il y a Georges Anagonou. Permettez. Il y a Georges Anagonou qui voudrait bien placer un petit mot. Non, s'il vous plaît. On va revenir là-dessus, il n'y a pas de problème. Je laisse M. Anagonou, on va revenir sur le code électoral. Monsieur Roux, au fait, le politologue, il n'est pas aussi loin du sociologue. Hein. Et donc, notre matière, c'est telle qui existe indépendamment de toute opinion personnelle et indépendamment de toute opinion. Et c'est ce que Ducam a appelé le fait social, n'est-ce pas? Et donc, moi, j'essaie toujours de prendre le fait social. Et vous venez de dire, par exemple, rien que pour donner de récépissé, regardez, moi, j'ai fait un débat ici où je disais, la loi dit, par exemple, ce qu'on doit reprocher à un parti politique pour déposer son dossier, c'est en une seule fois. Mais les démocrates ont dit qu'on les a rappelés 3 fois. Et j'ai dit, ça, c'est l'administration. C'est l'administration qui doit être rigoureuse. Et donc, quand vous parlez d'une administration comme ça, M. Roux, excusez-moi, mais je me suis dit, est-ce que c'est l'administration de l'administration américaine? Est-ce que c'est de l'administration canadienne que M. Roux est en train de parler? Ou bien il parle de l'administration dans les pays africains, pas seulement au Bénin, hein, dans les pays africains. J'ai peur que, tel que vous le proposez, si on finit avec la Sénat et qu'on retourne l'organisation des élections tôt maintenant au ministère de l'Intérieur, j'ai peur que vous serez appelé à rester encore longtemps au Canada sans venir au pays parce que ce serait de la braise ici. Donc, je pense qu'à l'étape où nous en sommes, nous avons besoin de certaines choses pour garantir, pour avoir de la confiance, pour obtenir de la confiance du peuple, pour dire, bon, il peut arriver des moments de difficulté dans la Sénat. Et c'est pour ça que l'équipe de Tiendo a certainement tiré les conséquences pour avoir parlé d'élections avec crise. Ça veut dire beaucoup de choses qu'ils ont gérées et qu'il fallait nécessairement chercher à régler ces problèmes-là qui entraînent de la crise dans l'organisation des élections. Monsieur Roux, comme je vous le dis, je voudrais bien être dans une administration qui pourrait organiser les élections sans quiproquo et sans parti pris. Mais à mon avis, aujourd'hui n'est pas le jour. Oui. On y reviendra, comme je dis. Je découvre que c'est un débat intéressant. Monsieur Richard Boni-Orou, je vous le propose, on reviendra là-dessus amplement, parce qu'il est question de se projeter dans l'avenir, améliorer l'existant. Pourquoi pas, on le fera. Alors, au sujet du code électoral, il y a tellement à dire. La question qui aura retenu, vous, singulièrement, votre attention, lorsqu'on parle de cette relecture, c'est quoi? Je pense que la première question, c'est surtout au sujet du pouvoir résiduel qui a été attribué d'abord à la Sénat, en ce sens que la Sénat, qui est l'organe de gestion de l'élection, devient encore l'organe qui gère la candidatation. La candidatation, si vous permettez que je parle ainsi, parlant des parrainages. C'est-à-dire que c'est la Sénat qui, dans une relative mesure, attribue les parrainages, hein, parce que c'est la Sénat qui reçoit les parrainages et dit bon, tel parrainage est conforme ou que tel parrainage candidat a reçu tel nombre de parrainages. Je pense que la relecture doit se focaliser surtout sur la question du parrainage en contexte actuel. Parce que je suis bien heureux de constater que mon grand frère Anagonou, qui est sur le plateau, malgré sa proximité avec le bloc républicain, j'ai pu l'entendre la dernière fois, là j'invoque le partisan politique, malgré sa proximité avec le bloc républicain et malgré les 5 ans passés de Patrice Talon, continue de ne pas faire confiance à la gestion administrative de Patrice Talon. Et je suis heureux parce que ça rejoint un peu ce que nous disons tous les jours en disant qu'il faut améliorer comment on appelle. Donc, parce que si vous faisiez confiance à la gestion administrative de Patrice Talon ou à l'administration sous Patrice Talon, ce serait avec une grande facilité que vous direz, l'administration maintenant, elle est au top niveau, elle est conséquente, donc allons-y avec une élection, avec l'administration. Mais vous me dites, si l'administration gère l'élection, alors qu'il est probable que Patrice Talon soit réélu encore, ou ses partisans, que je ne reviendrai pas au Bénin, et je vous remercie de l'avoir dit haut et fort pour les téléspectateurs qui vous suivent. Maintenant, pour revenir sur la question du comment on appelle.
du parrainage, oui. du code électoral et du parrainage. Je pense que c'est une question centrale qui est restée au cœur de tous les débats et de tous les débats et qui a nourri tous les clivages qu'il y a eu en marge de cette élection-là. Donc, il faut revoir la question du parrainage et ce parrainage-là qui est attribué dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, où les élus sont permettez-moi d'utiliser aussi le terme populaire, les élus sont nommés par l'administration d'État et ce sont ces élus-là qui sont aux ordres, à qui on demande de donner des parrainages à des concurrents. Nous avons vu ce que ça a donné aujourd'hui. Nous avons des pseudo, comment on appelle, candidats ou opposants qui n'ont rien d'un opposant, qui sont relativement des compléments d'effectifs, qui sont allés à l'élection, ont une partie talent qui, sans aucune surprise, les a gagnés avec 86% de votes, avec un taux d'abstention assez élevé, comme l'a rappelé le ministre porte-parole avant l'élection. Donc là, le climat aujourd'hui, l'environnement étant assez faisandé, on ne peut pas procéder. Les candidats n'ont pas les mains libres pour aller chercher ce parrainage. Ce n'est pas la notion du parrainage que nous construisons, mais c'est le fait que le parrainage soit exigé dans un environnement aussi corrompu ou, si vous voulez, faisant. Ah oui, mais quand on parle du parrainage, sous cet aspect, le revoir suffira-t-il à planer les divergences et à permettre à ce qu'on aille loin? Non, il n'y a pas que... Pourquoi nous parlons du parrainage? Parce que l'élection la plus récente, c'est l'élection présidentielle. Il n'y a pas de parrainage pour l'élection législative, il n'y a pas de parrainage pour l'élection communale. Nous parlons de ce qui a été récent. Mais moi, j'ai une question qui me trouve dans la tête. Lorsque les gens demandent, il faut faire la relecture. C'est qui va faire la relecture du code électoral, par exemple? C'est les députés. Mais c'est les députés qui sont en train de rejeter, ou bien là, c'est la mandature qui viendra. Il faut qu'on se clarifie les choses et qu'au Bénin, on puisse savoir qu'est-ce qu'on veut. Parce que si c'est les députés actuels, cela veut dire que toute la classe politique, opposition et mouvement confondu, veut faire confiance à ces députés-là à nouveau. Mais c'est eux qu'on a vilipendé tout le temps. Ils sont des députés nommés. Et M. Auroux vient de le dire. Donc moi, je pense que c'est une question fondamentale. Ou bien, voulez-vous qu'on aille... comment les juristes appellent ça? Comment les juristes appellent ça? Et une assise nationale où on forme les lois, on équipe les lois. Est-ce que vous n'avez pas vous-même la réponse? Ce qui est sûr aujourd'hui, les Béninois semblent être fatigués de tout, surtout des politiques. Les Béninois veulent pouvoir respirer. Alors on veut plus de quiétude. Oui. Et pour ça, est-ce que ce ne serait pas mieux que spontanément on puisse choisir la formule qui arrange tout le monde que d'aller dans une formule chrysogène? Moi, je m'interroge sur la manière de choisir la formule. Okay. Vous savez, si vous rappelez, Joël, parce que de toute façon, une presse, une télévision, ça a de la mémoire. Je faisais partie de l'un des rares ici à dire une fois sur votre plateau que si politiquement on est... Si juridiquement on est coincé, c'était à la moment où on donnait des interprétations, il ne faut pas 45 jours, la constitution nouvelle n'existe pas et tout. Et j'ai dit, si juridiquement, constitutionnellement, on est bloqué, qu'il reste une seule voie. Que ce sont des assises qui ramènent les hommes politiques et que les hommes politiques, lorsqu'ils s'asseyent, ils sont capables de faire du miracle et qu'ils sont capables de désigner. Je sais que ça ne m'a pas fait que des amis, ça m'a fait beaucoup d'ennemis quand j'ai dit ça ici sur votre plateau. Mais je pense qu'on ne peut rien faire. On ne peut rien faire sans que dans un pays qui appartient à tout le monde, à toute tendance, les différentes tendances ne s'asseyent pas pour dire qu'est-ce qu'il faut faire, quel chemin faudrait-il tracer aujourd'hui pour aller de l'avant. C'est aussi de nature que lorsqu'un président qui a été aux élections et qui a un mandat de 5 ans puisse aussi s'accrocher à exécuter ces 5 ans, puisse aussi s'accrocher à exécuter son mandat. C'est tout à fait normal. Donc aujourd'hui, demander la relecture, est-ce que c'est des assises nationales que nous allons organiser pour que les gens puissent aller s'entendre sur le minimum? Parce que rappelez-vous, le président Talon a déjà organisé une fois ici, avant qu'on aille aux élections, je pense aux élections législatives, ils avaient organisé une assise des hommes politiques. Certains ont participé, certains ont refusé. C'est au lendemain des législatives. Donc aujourd'hui, est-ce que tout le monde est prêt à aller à une assise lorsque le président Talon va appeler? Parce que vous savez,
j'entends souvent M. Azatosou dire que le président Talon doit apporter la confiance, doit apporter la preuve qu'il respecte sa parole. Ça, par exemple, c'est signe du fait que l'on ne te fait plus confiance. Est-ce qu'il n'aura pas un peu raison, le politique qui l'a dit? Le socio-anthropologue ne répond pas quoi? Objectivement. Comment le socio-anthropologue explique qu'avec ce parcours et ce rang, qu'on en arrive à dire oui, ok, assise, mais là-dessus, il faut des gages de confiance. Vous savez, entre les hommes, se faire confiance à des moments donnés une obligation. Moi, j'étais très jeune et j'ai mon épouse, mais il fallait partir en Europe pour mes études. J'ai réfléchi, surtout ce qui m'avait préoccupé en ce moment-là, c'était mon épouse. Qu'est-ce qu'elle va devenir et tout? Est-ce qu'elle ne sera pas tentée d'aller? Mais j'étais obligé de lui faire confiance et de partir. C'est une obligation dans la vie de l'homme. Et donc, par rapport à ça, si on revient dans le cadre de l'État, c'était juste une parenthèse, nous devons faire confiance à ceux qui sont là. Nous devons faire confiance à ceux qui sont avec nous. Et se dire que, bon, par exemple, le président Talon a demandé, les élections sont passées. Les élections sont passées. Allons de l'avant. Allons de l'avant. Nous devons saisir les offres. C'est ce que je veux dire. Et on doit se faire confiance. Et, monsieur Auroux, je vous jure que cette confiance-là, ça va même au-delà de l'administration publique. Alors, monsieur Richard Boniou, la question, elle est toute là. Il faut une relecture du code. On procède comment? On fait confiance aux députés en place. Faut-il passer par une assise? Quel schéma possible dans le contexte actuel? Alors, d'abord, dans la perception collective, je pense qu'il n'y a même pas de député, parce que les Béninois, du plus petit au plus grand, considèrent que l'Assemblée nationale qui est là est un conseil d'administration, est une chambre d'enregistrement des désirs du chef de l'État, M. Patrice Talon, et que par conséquent, ces députés-là ne sont pas à la solde du peuple, et ils ont même raison, puisque parmi ces députés, plusieurs n'ont pas été élus. Il y a des endroits en 2019 où il n'y a pas eu d'élection, mais les candidats pro-gouvernement qui étaient candidats à ces endroits-là ont été de facto nommés députés. Donc aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord avec l'ensemble des Béninois que cette Assemblée nationale ne peut pas encore concevoir d'autres lois et que ces lois-là aient une certaine autorité dans la population. Que faire? Je reviens au grand frère Anagonou. Plus qu'une minute, on va se séparer. Il y a la perception qu'il faut aller vers vers des assises nationales. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Parce que ce que je voudrais rectifier, c'est que pour qu'il y ait des assises nationales crédibles et sincères, ce ne doit pas être M. Patrice Talon, chef de l'État, avec tout ce qu'on lui reproche aujourd'hui, qui doit avoir la responsabilité d'appeler ces assises-là. Il faut qu'un processus soit mis en place, et je pense que dans un de mes petits tweets, j'ai énuméré le process qu'il fallait, c'est-à-dire mettre en place un comité tel que ça a été fait relativement en 1990, mais en mieux. Il faut que ce soit un comité comment on appelle, préparatoire qui soit mis en place et que ce comité-là soit formé d'éléments composites qui préparent ces assises et qui convoque maintenant ces assises, mais plus Patrice Talon, parce que nous savons tous que si Patrice Talon doit convoquer des assises, ce serait relativement au Palais de la République, comme il a fait la dernière fois, et qu'il viendra s'asseoir en tant que chef de l'État avec tous les prérogatives qui lui sont dues, et que par conséquent, il y a déjà un biais. Dès lors qu'il vient en tant que chef d'État, que tout le monde doit s'asseoir, il y a un biais psychologique, et lequel biais psychologique peut entraîner tous les autres biais. Il faut une assise neutre, là où il n'y a pas de chef, il n'y a pas en l'occurrence de chef d'État, il n'y a que des Béninois qui vont se parler franchement et que pour le bonheur des concitoyens. Merci Richard Boniou. Et c'est lors de ces assises-là qu'on peut profiter pour nettoyer l'ensemble des lois qui sont prises au jeu. Merci beaucoup. On aura le temps de se revoir pour évoluer dans ce débat très passionnant. Oui, votre conclusion?
Je disais quelque chose ici, et ce que M. Auroux vient de dire me conforte dans ce qu'il disait. Et le président Kérékou disait à la conférence nationale, ne me demandez pas de démissionner. Voyez-vous, ce que M. Auroux vient de développer, c'est tout comme si on demande au président Talon, qui vient juste d'être élu, de démissionner s'il ne peut pas conduire les débats. Je vais juste terminer comme on est sur le point de terminer. Je voudrais rappeler que nous devons nous faire confiance. Les Béninois doivent se faire confiance. Merci à vous, M. Georges Anangono. Il ne faut pas nous Merci également à vous, Richard Boniworou. On reviendra sur la question. Quelle posture adopter en définitive pour que les Béninois puissent tourner cette page qui ressemble à beaucoup plus de tension que de quiétude. Mesdames, Messieurs, ensemble, on essaiera de jeter les bases. 100% Bénin, pour le numéro du jour, ce sera tout. À très bientôt.